Alors, si on veut s'éloigner de l'idéologie de la bonne gouvernance, pourquoi et comment se réapproprier ce terme? Pourquoi il est à mes yeux aussi important? On vient d'en voir précédemment une première raison. Les objets de la gestion publique sont devenus très complexes. Nos sociétés sont des sociétés complexes, des sociétés de la connaissance, des sociétés éduquées, où il ne s'agit plus seulement de délivrer des services publics à une population ignorante, à des administrés passifs. Et donc on a besoin de construire une pensée sur l'action publique qui ne copie pas la pensée du management privé, mais qui soit un véritable investissement intellectuel sur la nature des défis à relever, sur la conduite des hommes, sur la combinaison d'une diversité d'objectifs, sur l'arbitrage entre intérêts contradictoires, etc. Mais il y a encore une autre raison qui est bien plus importante et que je vais maintenant vous décrire. On a coutume de dire « nos sociétés changent très vite ». Effectivement, si on en juge du renouvellement des gammes de téléphones portables, si on en juge par l'augmentation de la mémoire des ordinateurs, si on en juge à la manière dont tout l'électronique envahit notre quotidien, y compris bientôt le plus intime de notre vie privée, si on regarde les développements de la biologie moléculaire ou de la santé ou des connaissances en neurochirurgie, on est fasciné par la vitesse d'évolution du monde. Mais est-ce que cette fascination n'est pas profondément trompeuse? Est-ce que réellement tout dans nos sociétés évolue à la même vitesse? Et la réponse est non. À côté des techniques, à côté des objets, à côté des dynamiques économiques, dont le rythme d'évolution est entre l'année et la décennie, il y a ce qui n'évolue pas, ou ce qui évolue à l'échelle des siècles. C'est quoi ce qui évolue à l'échelle des siècles? C'est d'abord les systèmes de pensée. C'est ensuite les grandes institutions, et c'est enfin les systèmes d'action collective. Je vais l'illustrer rapidement. Les systèmes de pensée. L'économie qu'on enseigne dans les universités se réfère presque religieusement à Adam Smith et à la richesse des nations. Se réfère à la théorie du marché parfait, se réfère à l'offre et la demande. Quand ces théories ont-elles été élaborées? Au XVIIIe siècle, codifiées au XIXe, dans un contexte où le système productif était radicalement différent. Ce à quoi s'intéressait Adam Smith, c'était au rôle du boucher, du boulanger, du menuisier, et pas au rôle des multinationales produisant des organismes génétiquement modifiés. On parlait d'une société radicalement différente. Et la meilleure preuve d'ailleurs que l'économie n'est pas une science mais une idéologie, c'est que la nature n'a pas changé et que les théories scientifiques traitant de la nature ont connu 3 ou 4 bouleversements, tandis que la société a changé et les théories qu'on lui applique pour l'économie n'ont pas changé d'un poil en 2 siècles et demi. C'est dire l'inertie des systèmes intellectuels. Mais prenez d'autres exemples. La démocratie représentative continue à être présentée, vous en serez d'accord, comme la démocratie par excellence. Quand et comment a été inventée la démocratie représentative? Pour répondre à quel défi, dans le contexte de quelle société? Des sociétés
qui commencent à s'unifier à l'échelle d'États, où on ne peut pas réunir, comme à l'époque de la cité grecque, ou dans les cantons ruraux suisses, tous les citoyens sur la place publique pour débattre du bien public. Prenez le cas de la France, pas de télétransmission, la distance entre Paris et les bonnes villes de province, Marseille, Lyon, Toulouse, c'était loin. On ne peut pas réunir les citoyens par leur nombre et leur distance dans un même lieu. Et ces citoyens sont encore en moyenne peu alphabétisés. Et donc on crée la notion de représentants. Et ces représentants sont souvent, vous le savez, les gens alphabétisés. C'était des avocats qui sont venus porter les cahiers de doléances aux États généraux. C'était ce profil. Et ils ne pouvaient pas retourner devant la télé locale tous les soirs pour expliquer à leurs mandants les positions qu'ils avaient prises. On circulait au mieux à cheval. C'est ça la démocratie représentative, on l'a oublié. On envoie des représentants. Ces représentants font partie de la minorité alphabétisée, cultivée. Ces représentants se réunissent en session et rendent compte épisodiquement à leurs mandants. Est-ce notre configuration actuelle? Dans une société à la fois mondialisée, où les décisions qui comptent dans la vie des Français sont plutôt prises dans les états-majors des multinationales ou des grandes banques, ou à Bruxelles, ou à Washington, ou éventuellement à la Cité de Londres, que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et où ces modes de représentation de la société, y compris la manière de dire celui qui emporte 51% à la totalité du pouvoir, ne reflètent plus ni la complexité de la société, ni les systèmes de communication, ni le fait que tout le monde est alphabétisé, a fortiori pas Internet. Et pourtant, le modèle est resté pratiquement inchangé depuis 2 siècles. Prenez l'université. L'université, c'est en principe la pointe des connaissances et du progrès. Fort bien. Et je ne doute pas qu'on y enseigne ce qu'il y a de mieux, des connaissances les plus nouvelles. Mais intéressons-nous à l'organisation de l'université, à sa structure en faculté. C'est un peu comme l'organisation de la municipalité avec ses maires adjoints et ses délégations. C'est découpé en facultés, en disciplines. L'université d'aujourd'hui ressemble dans ses grands traits à l'université dite moderne, créée par l'Allemand von Humboldt à Berlin en 1812. 2 siècles. 2 siècles pendant lesquels nos structures n'ont pas changé. Notre État, dont la France prétend être si fière, est l'héritier des bureaux du roi. Sa structure, sa mentalité date d'il y a plus de 2 siècles. Les négociations internationales sont des négociations intergouvernementales qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux négociations menées au traité de Vienne après la chute de Napoléon. Même idée de l'État westphalien, comme on dit, de l'État souverain, représentatif d'un intérêt général, qui fabrique de l'intérêt national, qui va confronter aux autres, face à un système totalement interdépendant, où le problème est aujourd'hui, très concrètement, comment on va se mettre d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour éviter la catastrophe finale. Donc nos systèmes de pensée, nos systèmes institutionnels, et même nos modes d'action collectifs, les syndicats, les partis, sont hérités de systèmes anciens qui ont très peu évolué. Et donc le défi qu'on exprime en disant « parlons de gouvernance », c'est de dire maintenant, il faut oser innover, il faut oser inventer. Nous sommes en face d'un problème du XXIe siècle, en face d'une société complexe. Eh bien, on va inventer la gestion publique de ces sociétés complexes. Et pour cela, oublier un peu ces fausses évidences qui se trimballent sur l'État, sur la gestion publique, sur la démocratie représentative, etc. Rendons-nous compte que si nous continuons à mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, eh bien, à la fois l'outre éclate et le vin est perdu. Nous avons impérativement à trouver les formes
de régulation collective correspondant à nos défis mondialisés du XXIe siècle. C'est ce que j'appelle la révolution de la gouvernance.